Qui est contre? Il est rejeté. 2 amendements identiques. Le 1033, monsieur Lavergne. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à préciser que la modification du sexe, de la mention du sexe à l'état civil prévue à l'état civil ne fait pas obstacle à l'AMP. En effet, depuis la loi de modernisation de la justice, les personnes donc transgenres peuvent procéder à la modification de la mention de leur sexe à l'état civil sans avoir subi de stérilisation. Ainsi, un homme trans peut être en capacité de porter un enfant et d'accoucher. De ce fait, il est important de préciser que cette modification de la mention du sexe à l'état civil n'est pas une entrave à la réalisation d'une AMP. Le 1771, monsieur Solignac. Pardon. Voilà. Merci Madame la Présidente. C'est un débat que nous avons eu hier avec la ministre de la Santé. Et à cet égard, elle a été très claire en nous indiquant que c'était l'état civil qui, en toute chose et en toutes circonstances, décidait de la possibilité d'accéder à une PMA ou pas. Et par conséquent, elle nous a indiqué qu'une personne trans, et en l'occurrence une femme devenue homme, ne pouvait pas procéder à une PMA. Mais cette réponse ne règle pas totalement la question. Et il y en a une autre question qui est sous-jacente et que je voudrais vous soumettre. Quid d'une personne trans, et en l'occurrence d'une femme devenue homme, qui n'a pas procédé à son changement de sexe à l'état civil, qui par conséquent, de manière régulière, procède à une PMA et pourrait vouloir faire changer son état, son sexe à l'état civil après avoir eu un enfant. C'est une question qui peut se poser et un certain nombre de personnes trans peuvent parfaitement comprendre que leur intérêt, si elles souhaitent avoir un enfant, c'est de ne pas changer de sexe à l'état civil, de faire l'enfant et d'en changer après. Monsieur le rapporteur. Oui, avis favorable à ces 2 amendements qui ont les avantages que vous venez de citer et qui en plus simplifieront les choses puisqu'il y a actuellement en cours des circonstances de cette nature qui vont se poser. Et donc, pour les personnes qui vont mettre au monde des enfants, il faut bien reconnaître cette filiation. Alors, ça ne veut pas dire que les choses soient forcément simples dans ces circonstances, mais je crois qu'il est prudent de ne pas dire que cette modification récente de la loi va entraver la possibilité pour ces personnes de mettre au monde des enfants. Donc je crois qu'il faut effectivement, par sagesse et prudence, adopter vos amendements. Monsieur Gérard. Merci Madame la Présidente. Je ne voudrais pas relancer un débat qu'on a eu hier soir déjà assez longuement et de manière certes un peu confuse. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes en train qu'il faut être extrêmement prudent à ne pas créer de nouvelles discriminations. Encore une fois, aujourd'hui, certaines personnes trans ont déjà accès à la PMA dans le cadre d'un couple hétérosexuel et ne pas préciser ce point aujourd'hui à ce stade de l'examen du projet de loi risquerait, à mon sens, de créer des vraies différences de traitement en fonction des statuts de l'une ou l'autre personne et notamment, pour reprendre l'exemple de Monsieur Solignac, la question des hommes trans qui se voient discriminés selon qu'ils auront ou non fait leur changement de sexe à l'état civil. Je voudrais revenir aussi sur un point de vocabulaire qui, depuis hier, me hérisse beaucoup. Quand on parle d'un homme trans, on ne parle pas d'une femme qui décide de devenir un homme. Il n'y a pas de choix. Il y a simplement le choix d'assumer son identité de genre et de se mettre en conformité avec la réalité de l'identité de la personne. Quand on dit identité de genre, on parle bien d'identité et pas de caprice ou de changement qui serait le fruit d'une décision personnelle. Donc on est face à des personnes qui ont des parcours de vie extrêmement compliqués et on ne peut pas, me semble-t-il, à travers ce texte de loi, introduire de nouvelles discriminations, notamment vis-à-vis des hommes trans. Merci. Chers collègues, je vais vous passer la parole, mais assez rapidement, parce qu'on a déjà eu un très long débat hier soir sur ce sujet. Monsieur Coquerel. Oui, j'entends bien sur la longueur du débat, mais moi je trouve que sur une loi bioéthique, c'est justement l'honneur de notre Assemblée de permettre que les arguments aillent jusqu'au bout. Peut-être, mais j'étais pas là, donc ça tombe bien. Bah voilà, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Donc, première chose, nous, on est un peu étonnés parce que on a fait des amendements qui autorisent l'utilisation de la technique de PMA à toute personne en capacité de procréer. Bon, ils ont été déclarés irrecevables. On n'a pas vraiment compris pourquoi. Donc, on appuie évidemment ces 2 amendements. Et je crois que ce que vient de dire mon collègue est important. C'est-à-dire que ça doit toujours être la question de l'égalité qui doit nous conduire
à voter ou pas les amendements proposés. Et là, il y a rupture d'égalité. Pourquoi ? Parce que, effectivement, par rapport justement au débat, donc, je n'étais pas là, mais j'ai eu la retranscription des débats, beaucoup de choses ne sont pas comprises. Nous parlons bien des hommes qui sont assignés femmes à leur naissance et qui transitionnent vers le genre masculin. Bien. Donc, qui sont en capacité de procréer. Et qui, parce que la loi précise qu'à une indication d'état civil sur les femmes, ne pourraient pas bénéficier de la PMA. Or, aujourd'hui, il y a effectivement des couples hétérosexuels où une personne transgenre qui ne fait pas sa déclaration de changement à l'état civil peut, du fait, bénéficier de la PMA. Donc on voit bien qu'il y a une anomalie absolue qu'il est utile et nécessaire de résoudre. Je rappelle que le Conseil d'État a souligné que plusieurs pays européens qui procèdent à de tels projets ne définissent pas d'identité pour l'autoriser ou pas. Et enfin, le CNCDH a donné un avis en ce sens. Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, c'est un débat qu'on a eu hier soir. Je regrette, il faut bien le dire, l'absence de la garde des Sceaux sur cette question parce qu'elle a développé un certain nombre d'arguments hier soir extrêmement convaincants en indiquant notamment les difficultés juridiques qui pourraient être générées par une autre rédaction que celle prévue actuellement dans le projet de loi sur ces questions. Donc, encore une fois, c'est un sujet évidemment éminemment sensible et l'absence de la garde des Sceaux est pour ces débats-là, il faut bien le dire, particulièrement dommageable. Les ministres sont au Conseil des ministres et elles se sont exprimées largement hier soir sur ce sujet. Monsieur Brindeau. Oui. Elles avaient des textes à soumettre au Conseil des ministres. Sinon, elles seraient venues et elles en avaient très envie, je peux vous l'assurer. L'anomalie juridique, elle n'intervient pas forcément dans la situation actuelle, mais dans la situation où on ouvrirait ce droit à la PMA. Cas d'école, une femme en transition vers le statut d'homme qui ne déclare pas à l'état civil qu'elle est devenue homme se fait inséminer, accouche. À l'état civil, elle devient mère. Puis assume son changement, sa transition et devient homme. Qu'est-ce qui se passe à l'état civil? Est-ce que elle est par présomption devenue le père ou par nécessité doit adopter son enfant comme père? C'est inextricable comme situation. Monsieur Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je crois bien qu'on voit bien que l'introduction de la notion de genre est uniquement sur des questions de volonté en évacuant toutes les réalités corporelles et sexuées amène à des impasses. Et le problème, c'est qu'il y a des questions toutes simples comme celle qui vient d'être posée par notre collègue. Nous n'avons pas de réponse. Et le problème en plus, c'est que le gouvernement n'est pas là. Alors j'entends qu'il y a eu un débat hier. Le problème, c'est qu'il n'était pas sur cet amendement, qui a un autre objet, qui est un autre éclairage. Donc je crois que les conditions dans lesquelles on travaille sont vraiment très difficiles. Nous sommes obligés, nous, de l'opposition, de défendre les positions des ministres. C'est quand même malheureux d'en venir à ça. Encore une fois, je crois que c'est quand même très difficile de travailler dans ces conditions. On va passer au vote sur ces deux amendements qui ont reçu un avis favorable du rapporteur. Donc, qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés.